Et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème, je dirais, passionnant de la RPA, l'orchestration et l'automatisation qu'on organise avec notre partenaire Asama, Asama Technologies, éditeur de la solution Opcon, qui est une plateforme d'automatisation et d'orchestration à la base, mais qui propose aussi plusieurs modules qui gravitent autour, hein, comme Opcon Self-Service, Opcon Deploy, Opcon Vision, et plein d'autres. Et bien sûr, Opcon RPA, qui est le module sur lequel on va faire le focus aujourd'hui avec José Da Silva, VP EMEA Market Strategy chez Asama, avec qui j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire. Et pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Cheli, en charge des offres chez Next Decision et rattaché à l'agence de Londres. En quelques mots, Asama et Next. Bon, c'est très simple, hein. Next Decision et Asama sont chacun spécialistes dans son domaine. Asama donc dans l'automatisation et l'orchestration, et puis Next dans la data. On a, je dirais, peut-être un petit peu plus de 10 ans de partenariat avec une bonne quinzaine de clients en commun, dont un petit extrait que vous voyez ici sur les Lego que vous voyez ici. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à nos clients déjà existants et qui participent à ce webinaire. Comment on a eu l'idée d'organiser ce webinaire avec José? C'est très simple. Nous partageons, je dirais, les mêmes constats aujourd'hui en termes d'enjeux pour nos clients quand il s'agit d'automatisation et de data. Des enjeux, justement, on peut les résumer rapidement, hein, tout simplement comment fiabiliser mes reportings. Comment maximiser la qualité de mes données qui permettent justement, entre autres, à alimenter ces reportings en mettant surtout l'accent sur ce qui l'a fait décroître cette qualité. Après, les raisons, hein, on peut en trouver énormément, hein. Ça peut être lié, par exemple, à des manques de contrôle automatisés, à des processus mal gérés, à des erreurs liées à la saisie humaine, hein, parce que souvent la production de la donnée elle démarre au niveau d'écran, au niveau de formulaires, etc., etc. Et puis, il y a peut-être un troisième enjeu qu'on peut citer qui est lié à la maximisation de l'agilité des équipes. Surtout quand il s'agit d'un manque de ressources, hein, ressources humaines, bien entendu, qui est encore plus flagrant, surtout quand il s'agit de tâches répétitives. Et je pense vous serez tous d'accord avec moi en disant plus la tâche est répétitive et donc plus la valeur ajoutée va diminuer et plus le risque d'erreur va augmenter. Comment on va répondre la RPA là-dessus? La RPA, déjà, c'est quoi? C'est, en français, c'est l'automatisation robotisée des processus, Donc, en appliquant ce principe, je vais être en capacité de gérer de bout en bout, hein, le process autour de ma data. Donc, je vais être en capacité de maintenir ou de maximiser, pour ne pas dire sur un niveau de proche de 100%, mais de maximiser en tout cas la fiabilité dans un contexte caractérisé par une complexité croissante liée aujourd'hui à la richesse qui augmente de notre système d'information. Ça va être pallié justement à l'absence de ressources en automatisant des tâches, surtout à très faible valeur ajoutée, comme je disais, hein, la saisie répétitive de certains documents dans des formulaires, par exemple. Comment je sécurise aussi, et là j'ai une vraie réponse de la RPA là-dessus, parce que tout est automatisé, parce que je m'appuie sur des règles d'intelligence aussi artificielle, de reconnaissance peut-être de forme, hein, qui vont me permettre de maximiser la maîtrise de risque à ce niveau-là. En mettant en place de la RPA dans ce contexte, l'impact, je vais l'avoir alors là, mais d'une manière limite, je dirais immédiate, hein, surtout au niveau métier, en simplifiant justement les processus.
Je vais avoir un impact aussi organisationnel en faisant tout simplement évoluer l'organisation, en libérant des ressources humaines et les faisant travailler ou évoluer vers autre chose. Pareil, côté IT, je vais pouvoir rendre mes équipes au niveau de la DSI beaucoup plus efficaces. Et bien évidemment, côté ROI, alors là, c'est les sujets les plus, on va dire, où le ROI est le plus simple à calculer parce que on va être très à l'aise pour le mesurer, en fait, pour la mise en place, suite à la mise en place de ce genre de solution. Tout ça va expliquer l'adoption importante de la technologie RPA, sachant qu'on va être sur quelque chose de vraiment très simple, comme vous allez le voir avec José, très simple à mettre en place, à utiliser, et surtout d'une manière non invasive. Je ne sais pas, José, je te laisse peut-être la parole et la main. Tu vas peut-être nous expliquer comment concrètement on va pouvoir aller vers tous ces impacts en parlant de la solution Opcon RPA. Bien, écoute, merci Mohamed. Effectivement, après cette belle introduction, donc sur le sujet, effectivement, je vais partager avec vous donc notre solution RPA, c'est des cas d'usage et donc de voir un petit peu donc quels sont les intérêts donc pour aller chercher du ROI immédiat, hein, parce qu'effectivement c'est vraiment le sujet aujourd'hui avec les RPA, mais ça va bien au-delà évidemment. Donc l'idée c'est de parcourir un petit peu les différents cas d'usage avec des cas d'usage et tout ça couplé avec notre plateforme d'automatisation Opcon qui a aujourd'hui plus de 40 ans d'existence. Hein. Quel est l'intérêt de coupler ça avec la plateforme Opcon, et puis on terminera par la partie projet, comment Next Decision peut vous mettre ça en place simplement. Voilà. Donc déjà l'RPA, c'est un mot devient familier dans le langage informatique, mais il est toujours bon de rappeler ce qu'il signifie. C'est l'acronyme de Robotic Process Automation. Hein, donc la capacité, c'est un robot virtuel en fait, qui est complètement logiciel, d'accord, qui va s'appuyer sur les applications que vous avez en place, donc via un browser ou un desktop, ou sur des entrants d'autres types de nature que l'on va voir, qui est complètement non intrusif, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire modifier quoi que ce soit à votre existant. C'est d'ailleurs une des particularités des RPA, hein, c'est d'être vraiment absolument pas intrusif. Et de pouvoir donc automatiser des tâches répétitives, journalières, hein, qui sont clairement identifiées et sur lesquelles il n'y a pas de grande valeur ajoutée à les faire par un humain, principalement. Il existe deux types de RPA. On va dire qu'il y a les RPA assistés, c'est-à-dire ça va être des scénarios enregistrés qui vont s'exécuter, mais qui vont faire appel de temps à autre, pour des raisons diverses, à l'intervention humaine, pour de l'analyse, pour l'alimentation par une pièce externe, etc., etc. Et il y a l'RPA autonome. Donc l'RPA autonome, ça va être des robots qui vont tourner en permanence, hein, ou sur les heures définies, et qui vont toujours faire la même chose, sans aucune intervention humaine, hein, saisir des formulaires, par exemple. Donc, et cette RPA, elle s'adresse aussi bien à l'IT qu'au métier. Hein, pour vous donner un point de repère, souvent la RPA, principalement, elle a été proposée et vendue aux métiers de l'entreprise parce qu'ils connaissaient bien leurs processus et leurs problèmes, et ils s'adressaient directement à un spécialiste qui leur vendait des solutions prêtes à l'emploi. Voilà. Aujourd'hui, l'RPA proposée par SMA et associée à la plateforme Opcon va pouvoir aussi s'adresser à l'IT pour résoudre vos problèmes d'automatisation récurrents IT, mais aussi métiers que eux ne peuvent pas résoudre avec leurs logiciels qui sont toutefois néanmoins puissants en termes de réalisation, ont des limites de logique et de technique qui les empêchent d'aller plus loin dans l'automatisation.
Et là, du coup, on a une vraie solution et on parle d'ailleurs d'SMA, de l'automatisation du dernier kilomètre. Voilà. Alors, une fois qu'on a voilà, expliqué un petit peu la RPA, de manière générale, la RPA donc, va travailler à plusieurs niveaux. Donc, déjà sur les ressources, hein, ça va vous libérer des ressources. Ça va travailler au niveau des erreurs, c'est-à-dire que les erreurs actuellement elles sont liées à la complexité des process, par rapport aux règles et aux normes qui changent, par exemple, et qui changent les processus, de plus en plus de données à saisir. On interagit beaucoup plus avec ses clients, ses fournisseurs, donc il y a beaucoup plus d'échanges de données et d'une manière non structurée. Ça, c'est ça qui est important, puisqu'on va être sur la donnée non structurée, hein, principalement. On va être sur la dette technique par exemple, des applications qui ne se parlent pas, hein, qui ne peuvent pas se parler, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de mode commande. On va aussi avoir un impact sur les contrôles parce que à partir du moment où on automatise, on audite, on sait qui a fait quoi quand, alors que manuellement c'est très compliqué, beaucoup plus en tout cas. Et on va jouer sur la qualité de la donnée dont Mohamed a introduit le sujet, hein, et notamment pour l'IA, c'est-à-dire que l'IA va pouvoir travailler. Je vais vous dire pour illustrer un chatbot par exemple, hein, c'est le début de l'IA, c'est pas très puissant. Puis si on recommence à alimenter les chatbots avec beaucoup de données et de la donnée, dirais-je, à haute valeur ajoutée, eh bien, on va pouvoir vraiment bâtir des systèmes beaucoup plus performants. Et donc, toute cette donnée qu'on doit saisir peut être saisie via la RPA. Et puis, la sécurité, bien entendu. Hein, plus on automatise, plus on sécurise son système, hein, puisque l'automatisation donc rend les accès humains, réduit les accès humains d'une manière assez importante, voire extrême. C'est ce qu'on fait déjà avec la plateforme d'automatisation Opcode. Voilà pour vous donner quelques challenges, hein, aujourd'hui auxquels la RPA peut vous aider à répondre. Alors, les différents cas d'usage d'RPA aujourd'hui identifiés, hein, eh bien, en voici quelques-uns, les principaux en tout cas, les fonctions que nous couvrons. Alors, c'est simuler un utilisateur, par exemple, à travers l'interface un browser, hein, tout simplement, ou à travers une interface desktop Windows, par exemple, mais aussi analyser des emails, hein, et gérer, donc, à partir de l'arrivée d'emails, gérer la gestion des données qu'ils véhiculent, hein, ainsi que les pièces jointes qui peuvent être des PDF, par exemple, hein, et remplir des fichiers Excel avec ces données, voire manipuler des images ou faire de la lecture donc OCR, hein, Optical Character Recognition, hein, sur des fichiers pour récupérer de la data ou rerouter des documents. Et il y en a d'autres, mais voici les principaux. Alors, focus, donc premier type de RPA, à partir d'un browser. Hein, donc, le principe est assez simple. Hein, on va enregistrer sous forme de séquence donc l'accès à une application. On va positionner des champs éventuellement où on va récupérer de la donnée, où on va injecter de la donnée, hein, si c'est une application par exemple, hein, à partir d'un fichier source pour remplir des formulaires, alimenter une application, etc. Donc tout est possible et donc c'est assez simple donc de rejouer une fois que ce scénario est fait, il va se rejouer autant de fois que vous voulez et éventuellement appliquer la puissance d'un orchestrateur pour conditionner de la logique derrière. Même principe sur une application donc, qui n'aurait pas d'interface web, qui est un desktop par exemple, hein, avec une application Windows. Donc on va être sur le même principe d'enregistrement d'un scénario avec des séquences pour alimenter une application à partir d'une interface Windows ou éventuellement extraire des données pour les passer dans une source pour aller réalimenter une autre application, par exemple, typiquement. Hein, donc, même principe, et on rejoue le scénario autant de fois qu'on veut. Donc, dans la RPA applicative. On peut aussi faire de la RPA hybride, c'est-à-dire qu'on peut combiner des passages de données entre une interface web et une interface Windows tout en passant par un email. On va pouvoir mélanger donc, ces différents types de recueil ou d'injection de données donc, comme un utilisateur, entre guillemets, quel que soit le type d'application ou technologie. Hein, c'est complètement possible.
Donc là, on arrive au moment le plus intéressant peut-être, hein, ça va être de passer sur les démos, hein, juste un focus sur les emails avant. Donc, on va pouvoir aussi travailler donc, sur les arrivées d'emails, par exemple, de détacher les pièces jointes, d'analyser les contenus de l'objet ou du contenu de l'email, hein, et de mettre ça dans une application, dans une base de données, de prendre un fichier PDF, de le découper, enfin, on peut faire beaucoup de choses derrière un email. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer ici à la démonstration donc d'une exemple sur une application web. Alors, je fais dérouler le petit scénario. C'est parti. Tout à fait, José. Donc, effectivement, là, dans ce premier cas, en fait, il s'agissait d'aller récupérer des données sur une page HTML et d'aller renseigner les données qu'on va sélectionner de manière drag and drop pour aller les renseigner directement dans un fichier, je crois que c'est un fichier Excel dans ce cas d'usage-là. Donc là, on est en train de monter le scénario complet, là, de pouvoir justement aller récupérer les données que l'on a besoin pour aller alimenter dans un fichier Excel. Voilà, donc on va aller prendre le chemin du fichier Excel, c'est-à-dire quelques paramètres. Puis dérouler après ce scénario afin d'aller alimenter. Donc ici, on peut voir l'ensemble des steps réalisés, ce qui serait fait en fait manuellement, habituellement. Dérouler ce scénario pour aller vérifier après qu'on a bien alimenté ce fichier Excel avec les données voulues. Il y a un mode test complètement intégré dans le robot. On voit le fichier Excel. Avec ici, on retrouve vraiment les données qu'on a été récupérées sur cette page web. Donc voilà pour le premier scénario. Christophe, on a une question de Nicolas, très intéressante et très pertinente. Là, la source de données qu'on vient de récupérer dans le fichier Excel, donc c'est la page web. Donc c'est une page web accessible au public, si j'ai bien compris le scénario. Et Nicolas demandait comment faire lorsqu'il faut saisir un identifiant, un mot de passe, une sélection d'images, etc., pour s'authentifier, par exemple, avant d'aller récupérer les données. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut couvrir? Ça, on peut le gérer directement dans le scénario. D'accord. Okay. L'authentification et tout ça. Ouais. Avec un token, éventuellement, on va variabiliser pour se connecter à une application sécurisée en HTTPS. Absolument. Et très bien, merci. N'hésitez pas, Nicolas, hein, si ça répond pas à votre question. Je passe aussi à la question d'Alexandre qui nous demandait quelle est la différence avec des outils comme Zapier ou Make, tout court, Make. Je sais pas si ça vous parle. Alors, fait José. Non, ça ne me parle pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui sont apparentés, qui sont plutôt orientés pour faire des tests d'application. Alors, je ne sais pas si on est dans cette gamme-là, et là, il y en a énormément, j'en découvre régulièrement, et qui servent plutôt à faire des tests d'applications web pour voir si ça fonctionne bien, si les performances sont bonnes, etc. D'accord. Sauf que là, on n'est pas du tout dans un domaine dédié, par exemple, web ou test d'application web. Chose qu'on peut faire, mais on peut couvrir aussi plein d'autres cas d'usage, tandis qu'un Zapier ou un Make, ils vont être peut-être dédiés ou spécialisés dans l'intégration de données d'une application web. C'est ça, parce qu'ils vont être capables, par exemple, les grosses différences avec des solutions qui sont vraiment dédiées au test d'application. Ça va faire de la charge, on parle des multipliés d'utilisateurs, faire des stats très pointues en dizaines de millisecondes sur les réponses. Enfin, c'est pas, et là, on n'a pas ce genre d'association. Par contre, on peut très bien tester une application web basiquement pour voir s'il rentre dans tous les écrans et aller vérifier sur un compte de test, un champ de test, une valeur qui doit correspondre à un attendu pour vérifier que l'application répond bien et que tout le back-end, base de données, etc., est bien présent. Basiquement, ça peut le faire. Voilà. Plus dans un environnement de supervision. Autre scénario d'exemple. Donc ici, Christophe, je te passe la main. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on a complètement
créer notre processus d'inscription, par exemple sur une page web, qu'on a complètement robotisé étape par étape, et là du coup on l'exécute, et comme on peut voir, alors c'était passé un peu vite, si tu peux la rejouer, José, un petit peu là. Oui. C'est passé un peu vite celle-ci. En fait, on la rejoue et on voit qu'automatiquement ça remplit ces 70 champs, je crois, il me semble, en quelques millisecondes, hein. C'est très rapide. Alors ça peut aussi permettre des fois d'aller tester aussi des applications web, voilà, pour savoir si elles fonctionnent bien ou pas. Donc là on peut voir, on a joué et ça a pris 100%, 70 champs à remplir en quelques millisecondes. Donc là, on a la Voilà, ça, position in. tout à fait. Donc ça, c'est pour ce deuxième scénario. Puis un troisième scénario qui va arriver. Donc là, on parle d'une application de desktop qui, par exemple, n'a pas du tout de mode commande disponible, voire pas d'API, qui a besoin d'être renseigné, je ne sais pas, tous les jours, d'être synchronisé. Donc là, effectivement, dans ce scénario-là, on voit qu'on va pouvoir construire ce scénario, alors de manière en plus drag and drop. On peut prendre les actions qu'on a sur la partie gauche et de les sélectionner pour construire ces différents steps du processus. Et là, le but étant de synchroniser les données chaque jour. Là, on parle plutôt de données employées, je pense. Et là, on va pouvoir justement, une fois créé ce scénario, pouvoir rejouer autant de fois que l'on veut ce scénario avec une application qui est vraiment justement pas du tout interopérable, mis à part de la saisie manuelle. Donc là, effectivement, ce type d'outil RPA va pouvoir vous permettre de pouvoir justement automatiser la synchronisation de ces données. Donc là, on parle effectivement d'un fichier Excel, ça pourrait être autre chose, hein, via directement dans cette application-là. Et donc, s'il y a des mises à jour d'un côté, le fait de robotiser, on peut synchroniser cette application de desktop via ce processus automatique de RPA. Et les données sources, pareil, peuvent provenir de n'importe quel Tout à fait. endroit, en fait, d'une base, Exactement. d'un fichier. Tout à fait. D'une base de données. Une base de données, ouais. Mm. Ça, c'est marrant parce que ça me fait penser à pas mal de projets, nous, chez Next Décision, qu'on traite dans le cadre d'échanges interapplicatifs. Donc, on avance avec des solutions type middleware, par exemple. Et puis, vite fait, on est confronté au problème d'absence de porte d'entrée-sortie qu'on a à disposition au niveau des applications. Donc, parfois, comme tu disais, hein, j'ai ni API, ni capacité à envoyer un fichier qui après peut être mangé par l'application, ou accès à la base de données, etc. Et donc là, je peux communiquer directement avec les formulaires qu'on voit ici, sans justement bypasser la couche métier que je vais avoir au niveau du back-end par la suite de l'application. Tout à fait. Je reviens, je ne sais pas si… On est toujours sur le scénario, Christophe et Oui, José, effectivement, on montre l'intérêt du copy-paste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une colonne, je l'ai fait une fois, vous voyez, c'est vraiment du low-code, hein, toutes les séquences sont codées, vous voyez, et on y va par itération, le premier champ, le deuxième champ, on saisit où on veut saisir, là vous êtes dans l'application, employé liste, et du coup, on fait un copier-coller pour le nom, le prénom, et ainsi de suite, et du coup, le scénario est complètement steppé et scénarisé, ce qui permet de le modifier sans tout avoir à refaire ou à maintenir, si vous voulez. C'est pas on enregistre, et puis si on se trompe, on recommence depuis le début. C'est modifiable, effectivement. Même principe qu'un ordonnanceur, qu'un orchestrateur. Au niveau du travail, donc vous avez pas de fonction disponible côté gauche, hein, vous n'avez jamais vu une ligne de script ou une logique appliquée, c'est que des macros et des paramètres à rentrer pour faire les scénarios. On peut venir éditer demain ce scénario parce qu'on doit le modifier, supprimer un step ou rajouter plusieurs. C'est complètement personnalisable en fonction, à partir du moment où il existe, on peut le modifier, quoi. Absolument. Ok, très clair. Donc, et puis un dernier cas, effectivement. Ouais, Christophe, excuse-moi, oui. Est-ce qu'on peut juste prendre une minute ou deux là, pour aller sur les questions? Donc, on s'est arrêté sur la question d'Alexandre, sur la partie, la différence entre Zapier et Make. Et d'ailleurs, Alexandre nous disait donc Zapier et Make sont des solutions no code d'automatisation qui permettent d'utiliser les API de milliers d'outils web
pour réaliser des scénarios comme présenté ici. Et il nous demande comment s'intègre la RPA dans le milieu des API. Y a-t-il un lien entre les deux? Si j'ai bien compris, Alexandre, vous demandez ici, est-ce qu'on peut s'interfacer aussi avec des API des deux côtés, en source et en destination? Donc, à partir du moment où vous avez des données et que vous voulez les injecter par API dans un autre logiciel, vous pouvez tout à fait le faire. Opcode dispose d'un connecteur web service universel REST API qui permet d'aller injecter des données qui ont été mises dans une variable, dans un fichier, ou par un ETL, d'aller les injecter par API dans un autre logiciel. Ou inversement, c'est-à-dire qu'un de ces logiciels nous demande de faire une injection de données ou une extraction de données et peut nous piloter par API également. Dans ce cas-là, José, je ne suis pas censé ou obligé, je ne suis pas obligé de passer par la couche Opcon RPA. La couche Opcon automatisation orchestration peut suffire, si j'ai bien compris, dans ce scénario-là. Non? Je me trompe peut-être? Alors, là, c'est difficile à répondre parce que j'ai du mal à comprendre le besoin. Et si j'ai pas je n'identifie pas bien le besoin, mais de manière générale, l'RPA est là pour pallier au manque d'API. Tout à fait. Parce que l'application n'est pas ouverte, je ne peux pas communiquer avec pour lui envoyer des données via API, ni avec sa base, aucun lien avec le back-end, j'ai envie de dire. Donc là, le dernier moyen, c'est remplacer l'humain qui va saisir dans les formulaires, les écrans, le remplacer avec un système robotisé. Tout à fait. Et après, après on va le voir, mais c'est le gros intérêt, c'est de coupler ça avec l'orchestrateur, parce que derrière, il y a des tâches amont et aval pour gérer la donnée, d'un niveau infra jusqu'au niveau fonctionnel, de bout en bout, et sécuriser tout le process. Donc, là, l'RPA étant donc la techno qui fait permis de remplacer l'humain quand on n'a pas d'autre solution. C'est ça. Et donc, Alexandre, peut-être par rapport à la précision que vous venez d'apporter, donc on va pouvoir utiliser les API des applications peut-être en lecture pour récupérer les données et puis continuer à pousser via ce système robotisé directement dans les écrans ces données récupérées des API. Tout à fait. Je reviens sur la question et la remarque de Nicolas qui était autour de comment je gère l'accès, l'identification, enfin l'authentification, saisir un mot de passe. Je ne sais pas si vous voyez là les options style je ne suis pas un robot, cliquer sur les images représentant par exemple un vélo ou des voitures ou des feux ou autre. Est-ce que ça, je suis capable de le traiter au niveau de la robotisation qu'on a vu tout à l'heure sur le scénario? Alors là, c'est une excellente question. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Je pense que le fait d'être capable de gérer la reconnaissance des images pour se connecter, hein, c'est un nom, je cherche le nom, hein, la technologie avec les 9 images, là, le quadrant, la matrice plutôt. Là, je ne pense pas qu'on arrive à faire ce genre d'authentification. On sait s'authentifier avec un token, avec un jeton, mais là, je ne suis pas sûr. Là, ok. On prend la question, on creusera. Oui, on prend la question. Parce que Nicolas, il nous parle d'un projet concret qu'il a, où il a besoin d'accéder à un site, justement. Avec ce genre de contrôle, d'accord. On en reparlera, Nicolas, on creuse le point. Et très bonne question. Et puis juste la dernière, c'était celle de Jawad. Y a-t-il des contraintes sur les technologies des applications web? Je sais pas, est-ce qu'il faut que ça soit dans une techno en particulier ou peu importe le framework utilisé? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses à faire sur l'application en question, que ce soit l'application web ou desktop, vers qui je vais envoyer les données au niveau du formulaire? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des prérequis?
Alors, les prérequis, si vous voulez, comme je disais au début, c'est non intrusif. Donc, à partir du moment où j'ai un browser up-to-date du marché pour accéder à l'application, moi j'ai travaillé en HTML, je peux accéder à n'importe quel type d'application sans prérequis, à part un browser récent. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va vraiment robotiser, c'est-à-dire on va comme si c'était quelqu'un, un utilisateur, un humain qui va ouvrir l'écran, qui va saisir, qui va cliquer sur un bouton, etc. Donc on va vraiment reproduire ça, quoi. C'est-à-dire j'ai une application X ou Y dans une techno X ou Y, ça change pas grand-chose. Complètement. On agit vraiment sur comment je saisis ce qu'un utilisateur humain peut faire, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que la complexité, par exemple, sur un desktop, de scénariser un enregistrement, parfois, il y a des applications qui peuvent générer des pop-up. Donc, il faut être capable de gérer ce genre d'artifice dans le monde graphique. On sait le faire, c'est la plus grande complexité. Après, pas du moment où on est repéré sur une application, on déroule dans n'importe quel type d'application. On s'appuie plus sur une techno que sur le contenu, finalement. Donc, OK, effectivement. Donc, le dernier petit cas d'usage, effectivement, donc c'est la gestion d'un PDF. Donc, sur ce scénario-là, on va aller scénariser le téléchargement d'un PDF sur un site web pour aller le positionner dans un dossier. Alors, celui-ci, on a été jusqu'à déposer le fichier sur un dossier sur notre ordinateur. Maintenant, on en a fait d'autres scénarios, on peut aller plus loin. On peut même ouvrir ce PDF, aller chercher une cote dans ce PDF et aller cette cote la transposer dans un autre fichier ou une base de données, en pouvant même, pourquoi pas, la traduire dans une autre langue si on le souhaite. C'est assez puissant. Mais là, on s'est arrêté justement à aller. Donc là, on lui indique où se trouve Le PDF. ce fichier PDF pour aller justement le télécharger. Donc ça peut être aussi utilisé dans le cadre d'un test d'un site web s'il fonctionne bien, quoi, par exemple. Là, on est dans le fond de l'utilisation de la technologie OCR, Optical Character Recognition, puisqu'un PDF, c'est un fichier graphique, pour identifier les caractères ou les zones qu'on recherche, ou les images. Et derrière, on va pouvoir appliquer des fonctions type importer, extraire, pour créer d'autres PDF à partir d'un PDF, par exemple. Le cadre aussi fait une fois effectivement un cas où la personne recevait un fichier PDF qui était assez volumineux, et ce PDF, il y avait une personne en interne qui le divisait en 4 parties pour aller derrière l'envoyer à 4 personnes différentes. Ça, on a pu robotiser ce process, de pouvoir switcher le PDF et de l'envoyer à 4 personnes différentes. Et ce PDF, ça aurait pu être aussi une pièce jointe dans un email par rapport à C'est ça, à à l'origine, il arrive par email, ce PDF. En tout cas, dans le cas du prospect qui nous avait demandé ça. Là, effectivement, là, c'est sur un site web, mais ça peut effectivement être des pièces jointes dans un email. Là, on voit le process qui se déroule. Là, ça tourne, on le voit, ouais, on voit les documents arriver. Le PDF qui est arrivé. Voilà, donc quelques exemples réels donc de possibilités. Donc évidemment, il y a énormément de possibilités. L'idée maintenant, si vous voulez, c'est que quand on a vu ce qu'on peut faire, donc donc simuler un humain, faire des actions qui sont faites par un humain. Donc, si on couple ça avec donc un orchestrateur, et en l'occurrence ici Opcon, ça va donner une capacité d'automatisation et d'interaction quasiment illimitée. Alors, la RPA, donc, si vous voulez, l'intégration avec la plateforme, ça se fait sous forme d'un job. Tout simplement, on va pouvoir utiliser le portail self-service de la solution Opcon pour lancer à la demande des scénarios, parce que les scénarios, ça peut être lancé automatiquement tous les jours de 8h à midi, etc. Mais vous avez des scénarios qui peuvent être tout simplement déclenchés à la demande de certains utilisateurs. Et derrière, on va bénéficier de toute la gestion Opcon de monitoring, d'audit, de reporting, etc. pour suivre tout cela, parce que c'est bien ça se soit automatisé, mais il faut un monitoring efficace derrière en cas de problème.
et de savoir ce qui se passe. Donc, ici, par exemple, vous avez donc une illustration du déclenchement d'un scénario RPA au sein d'un workflow, typiquement, qui, en amont, va faire une purge des données existantes de la veille, par exemple, et derrière, on va lancer des traitements de la donnée qu'on a récoltée, par exemple. Hein, et éventuellement, en cas de problème, on a une erreur. Ou ici, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, la capacité à lancer un scénario à la demande. Donc là, vous êtes dans le portail self-service avec des boutons. Hein, et typiquement, quand on va actionner un de ces boutons, par exemple, télécharger les prix dans un site web, les nouveaux prix, et là, l'utilisateur peut lancer le scénario à la demande et il va avoir le retour immédiat. Voilà, ça s'est bien passé, sans avoir interagi avec qui que ce soit. Donc, on peut scénariser comme ça autant de boutons que l'on souhaite en fonction des actions qu'on a à faire. Générer du reporting, envoyer des documents à des fournisseurs, etc., etc. Au lieu de faire ça, donc c'est des scénarios qui sont préenregistrés, qui permettent d'aller très vite et faire pas d'erreurs quand on les fait. Et rien oublier. On a processé complètement un scénario d'envoi ou de réception. Alors ici, tu veux, Christophe? Donc effectivement, là, on voit effectivement la création d'un traitement RPA dans notre solution Opcon. Donc ça fait partie des traitements, comme a pu vous montrer José sur l'image précédente, qu'on va pouvoir inclure dans un workflow. Donc là, on voit en détail vraiment la création d'un de ces types de jobs. Hein. Type de job, hein, Run RPA Job. Donc avec qui peut être lié à un calendrier, enfin tout ce que peut comporter un job dans notre solution Opcon, toute l'intelligence justement de l'orchestrateur qui va vous permettre de pouvoir gérer soit des calendriers, des dépendances, de la notification, hein, par exemple si le traitement tombe en erreur, pouvoir notifier, création de tickets de manière automatique ou envoi d'email, des choses comme ça. Donc c'est les bénéfices de l'intégration de ce type de traitement dans l'orchestrateur Opcon. Et là, on est sur le module de base d'Opcon. Hein, exactement, tout à fait. Là, je trouve que c'est un autre type de job. Voilà. Qui fait appel à des jobs RPA. C'est ça. Et là, on va pouvoir appliquer toute la puissance d'une plateforme d'orchestration à un job RPA avec les capacités calendrier, les fréquences, la logique dont on dispose, gestion des ressources, les variables, etc., etc. Typiquement, tout à l'heure, tu posais la question de la création des données. Par exemple, on récupère les données via une API. Par exemple, prenez le logiciel Talent que vous commercialisez. Vous allez extraire des données d'un côté, vous créez un fichier Excel, et on va pouvoir les rentrer automatiquement dans une application qui n'a pas d'API avec la technologie RPA en utilisant l'orchestration Opcon. Donc, pour bien comprendre toute cette technologie, donc d'un côté, vous avez le studio de conception de l'orchestration. Vous avez aussi donc un portail self-service qui peut faire de la RPA à la demande, hein, et qui, grâce au robot RPA, donc associé aujourd'hui à notre plateforme de technologie, hein, derrière, vous allez pouvoir bénéficier donc du studio et de monitoring et d'administration et du pilotage temps réel de vos process en incluant la RPA. De manière complètement transparente et sans avoir affaire au robot derrière RPA, qui lui est utilisé pour la conception et la préparation des scénarios, éventuellement la maintenance quand c'est nécessaire, mais derrière, on masque tout ça par une plateforme conviviale, graphique et simple pour l'orchestration, le monitoring et la gestion à la demande. Voilà. Donc là, vous avez une capacité d'automatisation, je veux dire quasiment illimitée, hein, dans un schéma très simple et unifié, hein, sans ajouter des produits à chaque fois qu'on a besoin de rajouter une brique.
Donc, typiquement, donc le but, une plateforme d'automatisation, c'est d'embarquer de plus en plus de possibilités d'automatisation à travers de la même interface graphique et que les différentes fonctionnalités s'enrichissent mutuellement pour aller plus loin tout en restant simple. C'est ça l'idée. Voilà. Et y compris, vous voyez, on a la capacité du dashboard, évidemment, donc le taux de succès de vos scénarios, vous allez avoir, parce que là, vous faites, par exemple, face aux métiers qui vont vous dire, mais ton truc, ça ne marche pas. Là, il tombe tout le temps en panne. Là, vous allez avoir des métriques automatiques, dire, non, là où effectivement, ça marche à 100%, mais on était un peu en retard sur des jours, effectivement, on a un peu débordé, mais ça fonctionnait à 100%. Voilà ce genre d'automatisation de reporting intégré sur le fonctionnement même de la technologie. Alors, quelles sont j'ai envie de dire, les bonnes pratiques autour de la RPA et de l'orchestration? Donc, il faut utiliser la RPA pour tout ce qui ne peut pas être exécuté forcément par un script ou un programme, ou via API, bien entendu. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est ne pas mettre la RPA sur un process qui fonctionne mal. D'abord, il faut comprendre pourquoi le process fonctionne mal et peut-être le découper ou identifier les problématiques avant de mettre une RPA dessus. La RPA, c'est pas magique, ça ne va pas vous masquer les problèmes. Ça va fonctionner très bien, aller beaucoup plus vite sur quelque chose qui fonctionne correctement. Voilà. Par contre, après, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir orchestrer tout ça, donc comme des tâches unitaires, avec toute la logique d'automatisation que vous souhaitez, sans limite, que Scope Code vous permet. Donc, on va pouvoir vraiment aller très, très loin. Alors, je sais que tous nos auditeurs ici n'ont pas forcément Opcode, une plateforme ou un Opcode, mais ça peut gérer des cas extrêmement complexes d'automatisation tout en restant assez simple. Parce que ça, c'est notre marque de fabrique. Le portail self-service qui est intégré, encore une fois, c'est pas encore une technique, une solution à côté. En ayant une administration centralisée, le monitoring, on a déjà un peu tout dit, le reporting et le dashboard. Voilà, donc là, vous avez finalement que des intérêts à avoir cette solution mixte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a eu quelques demandes chez nos clients qui ont des solutions de RPA en place et qui nous ont demandé pour coupler Opcode avec ces solutions qu'ils ont en place parce qu'ils trouvent les limites, ils ont besoin d'orchestration, typiquement. Donc, c'est des choses qui ont du sens et qui ont un grand intérêt à être associées. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Comment on la met en place, cette RPA? Mohamed, alors là, c'est vous les chefs d'orchestre, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, évidemment, vous faites un travail d'identification et d'inventaire des scénarios, donc selon une méthode, voilà, d'analyser ces scénarios et de faire un POC derrière pour valider, éventuellement un POC pour valider. Oui, tout à fait. C'est en lien avec un peu tout ce que tu disais avant, José. Donc, nous, on privilégie plutôt l'approche un peu expérimentale, en démarrant comme ça par cette phase de POC, et puis industrialiser et généraliser l'implémentation par la suite, ainsi que le transfert de compétences vers vos équipes internes nécessaires. J'ai envie de dire, j'ai été repris par un client là, il y a très peu qui m'a dit, mais dans RPA, moi, je ne parle même pas de projet, je parle de micro-projet. Vous êtes et on additionne des micro-projets, on met en place et c'est itératif et c'est d'où le ROI très rapide, la simplicité, il n'y a rien à modifier, il n'y a pas à faire intervenir le dev ou quoi que ce soit, ça se met en place en mode complètement autonome, très simplement et rapidement. Il y a Jawad qui nous demande est-ce adapté à l'automatisation de déploiement, intégration continue, livraison continue et des tâches de configuration ou administration de logiciels ou de serveurs. Et ça, j'ai envie de dire que c'est en lien avec Opcon Deploy, si je ne me trompe pas, José Christophe. Alors, aujourd'hui, quand on fait du pipe, quand on travaille sur la plateforme d'orchestration, nous, on gère en mode central les scripts, par exemple, et évidemment les workflows d'automatisation. D'accord.
Là, si on est interconnecté avec un outil de déploiement, Git, pour ne pas le citer, qui est un des plus répandus, peut être à nous amener à nous positionner les nouveaux scripts dans la plateforme pour les configurer sur notre plateforme et être interconnecté. Oui, c'est possible. On peut vérifier par API, par exemple, que les serveurs où on va faire des mises à jour applicatives ont plus de traitement en cours, typiquement. On peut débrayer la RPA s'il y a une RPA dessus, sur une appli, par exemple, et vérifier qu'il n'y a pas de scénario lié à cette application qui tourne, typiquement, puisque la RPA peut être en fonction, et ça ne va pas marcher si on touche à l'application alors qu'il y a des scénarios qui tournent. Effectivement, donc, tout l'intérêt de lier donc, une plateforme d'automatisation par API à des outils de déploiement ont complètement du sens pour faire du pipe. Très bien, merci José. Merci pour votre participation. Merci José, merci Christophe pour cette belle présentation. Merci à tous pour votre participation encore une fois. Et puis à très bientôt pour d'autres sujets, pour d'autres thématiques là. Merci. Merci à tous. Merci à tous, à votre disposition.